Voilà. Les intervenants qui sont parmi nous aujourd'hui. Jean-Philippe Baudouézi, est-ce que tu es parmi nous? Est-ce que tu es connecté? Il est écologue et consultant, bonjour, consultant environnement pour le programme Planton de la Fondation Yves Rocher, notamment. Sylvie Monnier est avec nous, connectée. Bonjour Sylvie. Présidente du Fonds pour l'Arbre, donc multicasquette, administratrice de la fac agroforesterie et puis directrice de la structure Mission Haie Auvergne-Rhône-Alpes. Paul Pointreau est avec nous aussi, elle est responsable stratégie et projet à la fac agroforesterie. Et, et je suis Isor Kidien et je suis aussi salariée de la fac agroforesterie et je suis responsable de la gestion et de l'animation du programme du Fonds pour l'Arbre. Donc, on va parler aujourd'hui. Alors, je propose à Jean-Philippe tout d'abord avant de donner la parole à Jean-Philippe, je vais vous présenter rapidement le sommaire de cette heure et demie. C'est assez facile. D'abord, je vais demander à Jean-Philippe, qui est parmi nous, de présenter peut-être l'histoire du Fonds pour l'Arbre, l'histoire collective, la jeunesse du Fonds pour l'Arbre. Ensuite, Sylvie va nous présenter l'ambition de ce programme, qui est au service de la création, de la valorisation, de la restauration des haies. Je vous présenterai plus concrètement le contenu de ces aides, de cet appel à projet, le processus de candidature, de sélection des candidatures, le calendrier prévisionnel de cet appel à projet. Et on garde un temps de questions-réponses et Paul, avec nous, pourra y répondre. Donc, Jean-Philippe, est-ce que vous pouvez nous présenter les circonstances de la rencontre entre la Fondation Yves Rocher, la fac, et nous dire comment l'initiative du Fonds pour l'Arbre est née? Eh bien, merci et bonjour à toutes et à tous. Tu as employé Isor le bon mot, puisqu'en fait, à l'origine, c'est véritablement l'histoire d'une rencontre. La rencontre entre la Fondation, donc présidée par Jacques Rocher, et Sylvie Monnier, puisque Sylvie a été, je crois, un des premiers, si ce n'est le premier prix Terre de Femmes en 2008, pour son action avec la mission Haie. Et à l'époque, la fac était donc sur ses fonds baptismaux, si je puis dire, puisque Sylvie en a été une des cofondatrices. Donc, comment ça s'est passé? C'est que la Fondation Yves Rocher, qui a été créée il y a 30 ans, on a monté avec la Fondation un programme qui s'appelle Plant for the Planet à l'origine, et qui était en partenariat avec d'ailleurs l'ONU, le programme des Nations Unies pour l'environnement. Et avec ce partenariat, on a voulu se lancer dans une action de plantation d'arbres qui a évolué. Bien évidemment, tous les programmes évoluent avec le temps. Et puisque ce programme maintenant s'appelle Plant for Life et qui couvre d'autres aspects que simplement la plantation d'arbres, mais aussi la régénération des forêts et aussi la libre évolution, etc. Et donc, pour ce qui est de la France, donc, puisque ce programme s'étend sur 35 pays, il y en a une vingtaine actifs aujourd'hui. Pour ce qui est de la France, effectivement, après la rencontre que nous avons eue avec Sylvie, il nous est paru naturel de soutenir ce programme mené par la fac, l'action de la fac, qui était pas ce qu'elle est aujourd'hui, hein, qui était beaucoup plus petite, si je puis dire. Et l'action pour les haies nous est parue fondamentale parce que vous savez, tout comme moi, qu'il y a eu 1 350 000 kilomètres de haies qui ont disparu en France en 70 ans et qui continuent d'en disparaître d'ailleurs 20 000, plus de 20 000 par an, hein, 23 000 je crois, qu'il y a donc une action urgente à faire pour la haie. Donc, on a soutenu la fac dans son action et je crois qu'ensemble, il y a quelques années, il y a 2 ans, on a calculé 5 millions d'arbres plantés avec la fac et le soutien de la Fondation. Je crois que ça, c'était il y a 2-3 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il nous est apparu aussi important de changer d'échelle. C'est-à-dire que ce programme mené par la fac et soutenu par la Fondation méritait d'avoir de s'inscrire dans une action plus globale et qui donc fasse appel à d'autres mécènes. D'où l'idée du Fonds pour l'Arbre, puisque le Fonds pour l'Arbre, c'est une co-création de la fac et de la Fondation, et qui était un appel à mécènes autour de ce programme qui lui-même aussi a évolué, puisqu'au départ, on était vraiment sur la plantation de haies, et que maintenant, on est sur une dynamique plus large, qui comprend la restauration des haies, leur entretien, évidemment,
et leur utilisation, leur multi-usage. Donc, c'est comme ça qu'on a créé le Fonds pour l'arbre et que sont venus nous rejoindre un certain nombre de mécènes, dont Maison du Monde, Écotone, Nature et Découverte, La Boulangère, Olga, voilà, la Fondation Le Marchand, la Fondation M6, qui nous a rejoint récemment, et Caudalie également. Et bien évidemment, c'est un fonds. Alors, c'est ce qu'on appelle, c'est un fonds pour, hein, donc c'est un fonds pour la haie, fonds pour l'arbre, qu'on a appelé fonds pour l'arbre, puisqu'on ne couvre pas que la haie, mais aussi l'arbre champêtre. Voilà, donc ça, c'est l'histoire. Donc aujourd'hui, le fonds a 2 ou 3 ans d'existence, Sylvie, je ne sais plus, moi les dates, non, Sylvie, non, Juillet 2020, juillet 2020, sa création. Voilà, donc ça a bientôt 3 ans, voilà. Et avec ce fonds, bon, on a mis évidemment des principes en place de co-responsabilité, d'avoir un socle commun de compétences et d'outils. Il y a une expertise. L'expertise, c'est celle de la fac, évidemment, qu'on accompagne. Et on essaye d'avoir une vision assez générale, multifonctionnelle et transversale. Et pas que, puisque l'arbre, ce n'est pas qu'une multifonctionnalité, c'est aussi une longue histoire avec notre espèce, avec l'espèce humaine. Hein. Les arbres nous accompagnent depuis le début de notre civilisation, le début des civilisations humaines. Et ils ont tout un tas aussi d'autres valeurs que des valeurs multifonctionnelles. Hein. Et en même temps, bien sûr, évidemment, ce qui est important, c'est de mettre en place une action collective, que ce passage à l'échelle ne se fera véritablement que si on a de nouveaux acteurs d'un côté sur le terrain et de l'autre côté sur le plan du financement, puisqu'au fond, le fonds remplit aujourd'hui des fonctions qui pourraient être régaliennes, hein, qui pourraient appartenir en partie à l'État, mais que l'État ne remplit pas. Et donc, c'est le fonds qui soutient des actions y compris nouvelles, par exemple, comme celle qui a été créée, le label végétal local, et donc qui sont des actions novatrices et absolument importantes pour, d'un côté, maintenir l'État, les haies françaises dans un état dynamique, hein, c'est-à-dire qu'elles ne dépérissent pas comme c'est souvent le cas en France, et évidemment d'en planter de nouvelles, et de se pencher aussi sur ces usages et comment elles peuvent s'intégrer dans une agriculture responsable à l'horizon 2050. Voilà. Je ne peux pas être plus long parce que vous avez des tas de choses à vous dire. Le fonds aujourd'hui, c'est un budget à peu près d'1 million d'euros. On espère bien évidemment qu'il va augmenter, appeler d'autres mécènes à venir nous rejoindre, parce que la question des haies en France est fondamentale. C'est grâce à elles que nous retenons les sols, que nous les aggradons d'ailleurs. Et donc, une agriculture demain qui serait sans haies, ce sera probablement le début d'une désertification, comme c'est en train de se passer aujourd'hui en Espagne. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour ce temps de présentation. Très important de recontextualiser le fonds, la création du fonds, puis ce partenariat voilà, entre la fac et la Fondation Yves Rocher, ce partenariat historique. Alors Sylvie, peut-être que tu peux nous présenter plus en détail l'ambition justement de ce programme du fonds. Oui, bonjour à tous. Alors du coup, j'ai l'honneur en fait de présenter effectivement l'introduction du programme 2023, et qui est sur quelque chose d'assez nouveau. Donc pour les opérateurs historiques, il y a des choses qui vont être renouvelées, et puis d'autres qui vont être renforcées. Ce qui est important à retenir du programme 2023, c'est qu'on appuie des programmes territoriaux globaux en faveur du bocage. L'idée n'est pas de planter pour planter, ou de ne faire que planter, ou de faire que de la gestion, mais d'avoir des soutiens à des territoires qui s'engagent autour du bocage et qui se posent un certain nombre de questions en termes de préservation de l'existant, en termes de gestion durable, en termes de préservation de l'existant, et en termes de replantation, bien entendu. Ça, c'est quelque chose d'important. On va y revenir dessus, mais c'est un point absolument essentiel. Voilà, ce n'est pas juste un programme où il y a des aides qu'on vient piocher. Il y a l'idée d'avoir une réflexion globale par rapport à des stratégies territoriales. L'autre point,
qui est à retenir et qui demandera de la vigilance, c'est que on souhaite apporter aux mécènes et on souhaite être un fonds exemplaire en termes de garantie de la durabilité des actions de plantation, ce qui va notamment supposer derrière des exigences renforcées en termes de suivi des plantations et de pouvoir garantir sur le long terme que les haies plantées sont des haies qui sont des haies réussies, malgré le changement climatique, malgré les difficultés qu'on peut avoir aussi tous au quotidien. Donc voilà, donc ça c'est un point qui est absolument essentiel à retenir. Il y aura des exigences supérieures par rapport aux années précédentes sur cet aspect de durabilité des plantations. On va pouvoir passer à la slide suivante qui va présenter cette vision assez globale. Donc en fait, les structures qui vont euh, répondre à notre appel à projet du Fonds pour l'arbre devront avoir une réflexion en termes de stratégie et nous la présenter et en termes de projet en fait. Donc en fait, une stratégie, c'est comment on fait pour que les haies sur un territoire soient mieux préservées, mieux gérées, et que les replantations soient efficaces et durables. Et derrière, eh bien, concrètement, comment ça se met en place en termes d'organisation, de projet, quels sont les financements qui ont déjà été actés ou pas, et comment le Fonds pour l'arbre vient abonder cela et renforcer cela et permettre de déployer le programme le plus efficace possible proposé par les structures. Donc, on reste autour des axes un petit peu historiques qu'il y avait l'an dernier. Donc, l'axe 1 autour de la plantation de haies, parce qu'on sait que voilà, c'est quelque chose d'historique pour le Fonds pour l'arbre, c'est quelque chose d'efficace dans les territoires, donc en termes de mobilisation, d'accompagnement des porteurs de projets. On part par contre, bien entendu, sur la nécessité d'avoir de la compétence pour pouvoir effectivement garantir cette durabilité des plantations dans le temps. Et en termes de plantation aussi, il y aura toute une réflexion sur la qualité autour de végétal local qui reviendra sur la partie axe 3. L'axe 2, c'est la partie gestion durable en partant du principe que des haies bien gérées sont des haies qui vont être en bon état et durer dans le temps. Et deuxièmement, qu'un agriculteur ou qu'une commune bien formée à la gestion durable sera capable de mieux garder ces haies, mieux les préserver parce que sensible à la question, avec aussi toute la réflexion de la valorisation de la biomasse issue du bois de bocage. Donc ça, cette entrée gestion durable, c'est un petit peu un socle de préservation de l'existant. Sur l'axe 3, la notion de filière, notamment la filière amont autour de la marque végétale locale et de disposer de végétaux ligneux de qualité sous marque végétale locale, donc qui est aussi une des réponses face au changement climatique. Donc là, essayer de participer quand la filière n'est pas suffisamment en place à ce qu'il y ait une production suffisante et y participer, c'est quelque chose qui sera aussi soutenu et financé. Donc là, ça dépend des territoires. Et puis un axe 4 sur une notion d'échelon régional avec la mise en place de référents régionaux thématiques autour de 2 thématiques, végétales locales et le label haie, donc qui sont 2 outils qui ont été créés ou co-construits par la fac agroforesterie et qui sont mis à disposition donc, des acteurs. Et l'idée, c'est d'améliorer ces outils à travers des référents régionaux et de travailler collectivement à l'échelle régionale puis à l'échelle nationale pour que ces outils soient les plus adaptés à nos territoires. Et puis, il y a l'appui à la création d'AFT régionales. Là, c'est plutôt avoir une réflexion collective au niveau des régions pour avancer sur la question des haies et mieux aussi être capable d'aller chercher des moyens financiers lorsque cela se révèle nécessaire. Donc voilà, donc c'est bien en arrière-plan de ces 4 axes-là qu'on va redévelopper, bien se redire qu'on va vous demander de nous développer et de nous expliquer quelle est votre stratégie, quels sont vos projets, quels sont vos financements, comment ça marche et comment Fonds pour l'arbre est vraiment, entre guillemets, la cerise sur le gâteau ou l'élément détonateur qui permet de mettre en place des actions pertinentes. Voilà pour l'introduction du fonds. Je relaisse la main à Isor qui va vous réexpliquer ça beaucoup plus en détail. Merci beaucoup Sylvie, très clair. Merci d'avoir posé l'ambition du Fonds pour l'arbre. Donc si Sylvie, tu veux intervenir à certains moments pour compléter les choses que j'ai à dire, n'hésite pas. Donc je vais rentrer dans le plus concret déjà. Vous avez peut-être lu le règlement de l'appel à projet, donc vous avez ces informations qui sont dans le règlement. Mais déjà, à qui s'adresse cet appel à projet? Donc comme le disait Sylvie, c'est bien un appel à projet qui s'adresse à des structures qui ont déjà une stratégie territoriale concrète, bien ficelée, cofinancée en place et qui, donc en faveur de la haie, bien entendu, et pour l'année à venir, et qui compte, dans le cadre de ces animations, utiliser le Fonds pour l'arbre comme une brique financière qui viendrait soutenir un volet de cette stratégie globale en faveur de la haie. Donc c'est un appel à projet à destination de structures telles que
des associations dédiées à l'arbre et à la haie, des structures environnementales, des structures d'accompagnement agricole, des collectivités territoriales, des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole, par exemple. Donc, ne sont pas éligibles, sont exclus les agriculteurs ou les particuliers. Mais si les agriculteurs et les particuliers souhaitent être accompagnés pour la réalisation d'un projet global, un projet de plantation de haies, ils sont invités à se tourner vers justement ces fameux opérateurs qui seront sélectionnés grâce à via ce programme. Donc l'année dernière, 90 opérateurs ont été sélectionnés. À droite, vous voyez une carte géographique où on voit l'implantation de ces différentes structures. Cette carte est en ligne, les contacts de ces structures sont en ligne, donc agriculteurs et particuliers, vous pouvez aller sur le site du Fonds pour l'Arbre et vous rapprocher des opérateurs les plus proches de chez vous qui peuvent vous accompagner pour ces projets qui nécessitent des compétences très fortes, des connaissances techniques. Sur la haie. Cette carte sera mise à jour quand le programme 2023-2024 aura sélectionné ces nouveaux opérateurs. Voilà, donc vous voyez que 6 aides se complètent, elles sont articulées entre elles pour développer une animation territoriale très efficace. Ces aides sont combinables. On va revenir sur le détail de chacune d'entre elles. 2 aides sont vraiment destinées à l'animation et à l'appui technique pour permettre la plantation, c'est les 2 premières. 2 aides sont destinées à la gestion, valorisation de l'arbre, de la haie, et 2 aides sont destinées à l'ancrage territorial, donc c'est à destination des SAFAC régionales en cours de constitution, constitués, donc ces relais de la FAC agroforesterie nationale sur le territoire pour être au plus près de l'échelon régional, pour consolider l'échelon régional. L'année dernière, le montant de l'appel à projet était à peu près similaire. Cette année, le montant conventionnable auprès des opérateurs qui seront sélectionnés est de 120 000 €. Voilà. Alors, première aide, comme je disais, c'est une aide qui vient à destination des opérateurs qui veulent assurer des animations et un appui technique pour permettre des plantations. C'est une aide qui est cumulable avec d'autres aides, on le verra, même si elle est calculée en fonction du nombre d'arbres demandés, le versement est conditionné à la réalisation effective des plantations. En fait, c'est juste un indicateur de résultat parce que le fonds est vraiment destiné à conduire une animation globale pour que le contexte, pour construire en fait un contexte favorable à la durabilité et à la durabilité et puis à la restauration, au déploiement de la haie. Vous voyez les montants forfaitaires affichés, 85 centimes d'euros par arbre planté, avec un supplément de 20 € pour les plants végétal local. Des critères d'éligibilité ont été mis en place depuis ces dernières années, depuis 3 ans du programme. Un minimum de plants est demandé, de 5 000 plants. Et un maximum de plants est de 50 000 plants. Donc, on ne peut pas demander cette aide si on n'a pas des programmes, si on ne compte pas accompagner des programmes de plantation qui amènent à la plantation de minimum 5 000 plants. Le taux minimal d'arbres végétal local à planter est de 50%. Voilà, donc cette animation, cette aide permet de financer finalement un aspect de l'animation à la plantation, parce qu'avec l'enveloppe du Fonds pour l'Arbre, vous ne pourrez pas financer l'ensemble de cette animation, mais ça peut être un aspect tel que la mobilisation des agriculteurs en amont, l'animation de collectifs de gestionnaires de haies, la réalisation de plans de gestion durable de haies, l'organisation de chantier, ça peut être aussi l'achat de matériel, plus concrètement, le suivi des plantations indispensable après la plantation, l'instruction du dossier administratif des planteurs, le fait de trouver de nouveaux financements pour ces planteurs, des cofinancements. Donc voilà, vous avez cette liste de dépenses éligibles qui apparaît à l'écran.
Concernant toujours cette aide, certains points de vigilance sont à retenir, c'est que le nombre d'arbres demandés ne sera pas forcément le nombre d'arbres attribués, parce que vous êtes nombreux à solliciter cette aide, et que l'enveloppe a une limite, l'enveloppe financière a une limite, et donc on est obligé finalement de faire ce qu'on appelle des abattements. Voilà. Donc cette aide financière, ça c'est un point important, elle ne peut pas être reversée à un agriculteur, elle ne peut pas être reversée à un tiers, ni partiellement, ni intégralement. Donc ça, c'est 2 points à bien avoir, 2 points de montage financier à avoir à l'esprit. Alors, vous avez sûrement des questions concernant cette aide. N'hésitez pas à les écrire dans le chat et voilà, et on reviendra dessus à la fin de cette présentation. Concernant l'aide numéro 2, on parlait de végétal local. Cette aide, elle est à destination des opérateurs qui souhaitent sur leur territoire développer la filière végétale locale. Donc, végétal local, c'est une marque de l'OFB qui a été entre autres créée par la fac agroforesterie avec le conservatoire botanique, avec les conservateurs botaniques nationaux et Plantes et Cités, donc une marque créée en 2015. Elle garantit, elle est vraiment un des outils indispensables pour garantir l'origine des plants et pour nous permettre, nous, Fonds pour l'Arbre, d'être sûr que les plants qui vont être plantés sont bien résilients et qu'on puisse en connaître l'origine. Donc, l'objectif de cette aide, c'est à destination donc, des opérateurs qui veulent être des soutiens sur leur territoire, des relais pour renforcer le déploiement de la filière végétale locale. Donc voilà, si on veut se fournir à 50% minimum en plan végétal local, il faut que la marque végétale locale se déploie, qu'un maximum de plantes puissent être disponibles sur l'ensemble du territoire. Donc les opérateurs sont invités à s'investir. Donc c'est une aide qui ne peut pas être sollicitée seule. Elle doit forcément être sollicitée en complément de l'aide numéro 1. Donc c'est une aide forfaitaire qui vient s'ajouter à l'aide numéro 1 de 80 centimes d'euros par plan de la marque végétale locale. L'objet de la mission soutenue, il est attendu des opérateurs qu'ils participent à des actions et des initiatives à l'échelle régionale et à l'échelle nationale au sujet de la filière végétale locale. Donc, ils participent sur leur territoire et à une dynamique de déploiement, une dynamique de réseau finalement, de déploiement de cette marque. Il est attendu aussi de cet opérateur qu'il mette en œuvre des actions concrètes pour renforcer l'offre de la marque végétale locale, donc organiser des collectes, des récoltes, repérer des lieux de collecte de graines, former des récolteurs, organiser des récoltes participatives. Il est aussi attendu que l'opérateur renforce la demande en faisant la promotion de la marque végétale locale, aussi bien auprès de pépiniéristes, ou en tout cas qu'il en fasse la communication. Et les dépenses qui peuvent être éligibles pour cette aide, c'est du temps de participation, du temps de formation auprès des autres, du temps pour se former soi-même, et pour mettre en œuvre des actions territoriales. Voilà, concernant cette aide végétale locale. Et végétale locale a un site internet si vous avez besoin d'en savoir plus sur cette aide. Toujours concernant, je regarde, voilà, donc l'aide 3. Là, il s'agit d'une aide, comme je l'ai présenté avant, une aide à la gestion avec l'aide 4. Et c'est une aide qui est à destination des opérateurs qui veulent soutenir, accompagner des agriculteurs dans une démarche de labellisation de leur exploitation. Cette aide permet, l'idée donc de cette aide à la gestion est de permettre aux agriculteurs de valoriser économiquement le bois qui est issu de leur exploitation, géré durablement.
c'est une aide, donc le forfait s'élève à être entre 2 000 et 10 000 euros en fonction de ce que l'opérateur demande, en fonction du projet qui est proposé dans l'appel à projet. Qu'est-ce que la structure compte mettre en place, quel est le budget prévisionnel de la structure, quelles actions la structure compte mettre en place pour permettre de déployer le label S sur le territoire, combien d'agriculteurs vont être accompagnés, quelles sont les actions concrètes qui vont être mises en place. Donc, en fonction des besoins de la structure et de la demande, voilà, le jury va être amené à choisir le montant. Le critère d'éligibilité, il y en a un très important, c'est que l'opérateur doit avoir constitué un plan de financement et avoir déjà obtenu des aides publiques ou en cours acquises ou en cours d'acquisition, publiques ou auprès d'agences de l'eau, de l'ADEME, auprès de la région. Voilà, c'est vraiment une notion de cofinancement qui est présente dans toutes les aides, mais là, il faut pouvoir présenter déjà un plan de financement solide. Donc, ces dépenses permettent à l'opérateur de se former au label A, de se former au PGDH, d'acheter une tablette numérique pour pouvoir réaliser des plans de gestion durable, de mobiliser des entreprises autour du label A, de faire la promotion du label A, de co-construire vraiment une stratégie, un programme de déploiement du label A à l'échelle régionale. C'est vraiment l'objectif de cette aide. L'aide 4 est sur le même thème. Elle est à destination des opérateurs qui ont une très très bonne connaissance de la gestion durable et qui souhaitent devenir référent régional label A. Donc il y a un référent régional label A par région. Et dans les critères d'éligibilité, on voit qu'il faut faire preuve, comme je disais, d'une bonne connaissance technique, être capable de présenter le label A, il faut déjà bien le connaître, et avoir déjà accompagné ou être en cours d'accompagnement de groupes d'agriculteurs dans leur démarche de labellisation. Les dépenses éligibles sont un peu similaires à celles énoncées précédemment. Donc, se former, sensibiliser et mobiliser les acteurs en région autour du sujet du label S et co-construire une stratégie de déploiement du label F. Donc, cette aide est cumulable. Vous le voyez écrit avec l'aide numéro 1 à la plantation, enfin à l'animation à la plantation, avec du coup l'aide numéro 2 et avec l'aide précédemment présentée, l'aide numéro 3. Les 2 dernières aides concernent les AFAC régionales, les AFAC en région. Donc l'aide 5 est une aide qui vient en soutien aux AFAC régionales qui sont constituées. 5 AFAC régionales existent déjà. L'Occitanie, Pays de la Loire, la Normandie, les Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine. Donc ces AFAC régionales, elles réunissent en région les acteurs qui mènent des actions en faveur de la haie et qui partagent un projet associatif, le même projet associatif que l'AFAC nationale. C'est un réseau finalement d'AFAC en région pour consolider l'échelon régional, ce qui est indispensable pour assurer, notamment au Fonds pour l'Arbre, un lien de proximité avec les acteurs et les enjeux du terrain. Cette aide s'élève, donc c'est également un forfait, même fonctionnement que pour les autres aides. C'est un forfait entre 5 000 et 15 000 euros en fonction du besoin de cette AFAC, du besoin exprimé dans le dossier, du besoin justifié dans le dossier. Les critères d'éligibilité, ils ont un petit peu changé par rapport à l'année dernière. Il faut que cette AFAC régionale déjà constituée le soit juridiquement. Cette AFAC soit en 2023 constituée vraiment juridiquement et qu'elle soit dispose déjà d'un salarié, soit compte avoir un salarié sur l'année du programme, donc entre 2023-2024. Ça, c'est un critère indispensable. Il faut être en cours de recrutement ou avoir bien écrit la fiche de mission, la fiche de poste et être certain de recruter pour que cette personne puisse porter le projet, puisse déployer la fac régionale.
Donc, l'objet de la mission soutenue, il s'agit avant tout, pour cette personne qui va être recrutée, donc c'est financer du temps pour que cette personne recrutée puisse construire un projet régional, animer et assurer la gouvernance de cette AFAC régionale, être en lien avec les autres AFAC régionales, avec l'AFAC nationale, participer à l'élaboration d'outils numériques, participer au portage, au déploiement des outils utilisés nationalement par le réseau AFAC. Donc, on parle du label haies, on parle du plan de gestion durable des haies. Donc, participer vraiment au déploiement de ces outils qui sont portés par les AFAC. Et chercher aussi cette personne donc, est en charge de chercher d'autres financements pour structurer et vraiment asseoir cette AFAC régionale, qu'elle puisse grandir et devenir un vrai relais en région au plus près des problématiques de la région. Cette dernière aide, l'aide numéro 6, c'est également une aide pour les AFAC, mais les AFAC qui ne sont pas encore constitués, qui sont en cours de constitution, donc qui ont déjà commencé à penser leur constitution. Il faut, comme critère d'éligibilité, que cette AFAC soit constituée au 31 décembre 2023. Ça, c'est vraiment un critère, le critère d'éligibilité indispensable. Donc, a priori, 3 AFAC régionales sont en cours de constitution, la Bretagne, le Centre-Val de Loire et la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, a priori. Donc, les aides 5 et 6 ne sont pas cumulables, parce qu'on parle de 2 temps de création différents, donc ce ne serait pas cohérent, elles ne sont pas cumulables. Le forfait d'accompagnement à cette structuration s'élève entre 3 000 et 10 000 euros en fonction du stade d'avancement et encore une fois des besoins exprimés dans le dossier de demande d'aide. Et on est sur les mêmes objets de mission soutenus que pour l'aide précédente. C'est vraiment créer, construire un projet régional. Et là, on en est au stade quasi balbutiant. Donc le recrutement n'est pas indispensable à ce stade, mais voilà, c'est le début d'une brique. L'idée est vraiment de déployer la fac et qu'elle soit en mesure, cette AFAC, de demander l'aide numéro 6, par exemple, l'année suivante ou l'année d'après pour prolonger son ancrage territorial. Alors, j'ai terminé avec la présentation de ces aides. Je regarde l'heure, voilà, très bien. Je vais vous parler des dossiers de subvention, des dossiers de demande, des dossiers de demande d'aide, et avant ça, des critères de sélection. Le jury va se réunir, on parlera des dates et de la composition du jury. Mais qu'est-ce qui intéresse dans les dossiers que vous allez remplir? Qu'est-ce qui intéresse le jury? Qu'est-ce qui est regardé de très près? Une grille d'évaluation a été mise en place pour permettre de passer au crible finalement toutes les réponses que vous nous donnez, tous les éléments, toutes les pièces justificatives demandées, et pour pouvoir les analyser de manière objective. Et cette grille porte sur l'évaluation des compétences techniques et l'expérience de l'opérateur qui demande l'aide. L'évaluation du projet global de l'opérateur, Sylvie en a bien parlé, autour de l'arbre champêtre et de la haie. On juge si le projet est vraiment sérieux et si la vision est vraiment transversale, si c'est une vision à long terme, si c'est donc là, vous voyez le détail sur la droite, tous les points évalués par le jury. Le jury regarde également donc, la dynamique territoriale et partenariale du candidat, pour s'assurer que l'opérateur soit déjà ancré territorialement et qu'il y ait une vraie cohérence dans son projet, entre son projet, son aire d'action, et qu'il y ait une vraie dynamique de coopération avec les acteurs du territoire.
L'autre critère de sélection, le dernier critère de sélection, c'est l'évaluation de la solidité administrative financière du dossier. Donc, on parle d'équilibre financier du projet, de fiabilité administrative. Voilà, on juge on regarde le cofinancement aussi de plus près pour être certain de soutenir un projet qui a un avenir, qui a une vraie solidité et qui a un avenir. La sélection. Vous avez vu que l'appel à projet courait jusqu'au 17 mai. Après le 17 mai, on ne pourra plus recevoir de dossier de demande d'aide. Il ne sera plus possible d'envoyer le 18 mai un dossier parce qu'il y a un temps d'analyse par le jury. Le 4 jurys se réunissent entre le 19 et le 23 juin, et ces jurys sont composés d'une myriade de gens très complémentaires. Donc, avant tout, un président qui, lui, n'est pas bénéficiaire du fonds, ne l'a jamais été. Ce jury est composé aussi, donc chaque jury, on parle de 4 jurys qui se répartissent les dossiers, qui ont lieu en parallèle. Les jurys sont aussi composés de membres de la commission AFAC du Fonds pour l'Arbre, de commissions techniques sur végétal local, label haie. Les jurys sont composés d'opérateurs qui ont été bénéficiaires et qui ont été tirés au sort, donc d'opérateurs qui ont vraiment des retours concrets au sujet du programme. Et de membres de groupes de travail thématiques. Mais ça, on l'a dit, donc végétal local, label haie, et de salariés de la fac agroforesterie. Donc, dans chaque jury, il y a une dizaine de personnes qui ont des compétences et des connaissances autour de l'arbre et de la haie très solides. Il y a également des mécènes qui sont là en tant qu'observateurs, des mécènes qu'on a présentés en introduction du webinaire. Donc, 4 jurys se réunissent, et le 23 juin, un jury final se réunit. Les mécènes qui étaient jusque-là observateurs, deviennent rapporteurs. Et ce jury final permet un équilibrage des subventions en fonction de l'enveloppe disponible, du nombre de dossiers qui a été déposé, qui a été retenu. Et c'est à ce moment-là que les abattements dont on parlait, notamment pour l'aide 1, sont décidés par ce jury final. Du 10 au 14 juillet, donc mi-juillet, une commission d'attribution a lieu. Donc les jurys sont de nouveau appelés pour définir de manière finale les taux d'abattement, les plafonnements des aides. Et du 17 au 21 juillet, nous engageons à donner les réponses aux candidats. Voilà pour le processus de sélection et le calendrier. Vous pouvez vous attendre à avoir des réponses entre le 17 et le 21 juillet. Concernant les dossiers de demande d'aide, donc comme disait Sylvie en introduction, pour les opérateurs qui font partie du programme, vous avez vu que le processus de sélection, les pièces demandées ont évolué. Sur le site du Fonds pour l'Arbre, vous aurez absolument toutes les pièces nécessaires. Les pièces dont on va parler là, elles sont téléchargeables. Les pièces à compléter sont téléchargeables. Toutes les ressources sont à cet endroit-là. Donc, n'hésitez pas à y aller pour les retrouver. L'étape 1 de cette demande, de ces demandes, pour les aides 1, 2, 3, 4, c'est de remplir une fiche d'identification de la structure. Donc voilà, vous avez une capture d'écran à droite de cette fiche type. C'est assez basique, ça nous permet de bien identifier qui est la structure et aussi de répondre à des questions pour présenter le projet territorial de la structure. Donc, non pas le projet que l'on compte faire financer par le Fonds pour l'Arbre, mais plutôt le projet territorial de la structure dans sa globalité.
Donc ça, c'est une première étape, c'est un document Word à remplir au format Word, pas à la main, et à une des pièces qu'il faudra nous fournir, qui est a priori pas trop longue à remplir. Identifier vos structures et son projet global. L'étape 2 consiste à télécharger les formulaires. Il y a un formulaire par type d'aide, donc 6 formulaires différents. Donc téléchargez, remplissez les aides que vous souhaitez demander. Un formulaire par aide. Il faut vraiment répondre à toutes les questions avec sérieux, parce que c'est vraiment à partir de cette matière-là que le jury remplit sa grille d'analyse et tire des conclusions et une notation finalement à la fin. Donc c'est important, même si c'est une structure qui déjà connue du programme. La composition vous ne connaissez pas la composition du jury, l'analyse des dossiers est objective. Le jury n'ira pas chercher par lui-même sur le site internet des compléments d'information sur le compte Facebook ou je ne sais quoi. Donc vraiment, il faut que les réponses aux questions traduisent, mettez-vous à la place du jury, voilà, traduisent votre programme. Hop, alors, j'ai perdu ma page. Voilà. Donc, l'objectif de ce formulaire est vraiment de préciser les actions que la structure a prévu de mettre en œuvre pendant l'année et sur quel point plus précisément de cette action la structure compte-t-elle demander l'aide du Fonds pour l'Arbre. Voilà. L'étape 3, l'étape de bis, après avoir complété le premier formulaire de présentation de la structure, avoir rempli les différents formulaires en fonction des aides que vous souhaitez demander, il faut préparer et envoyer les pièces complémentaires, des pièces justificatives. Alors, vous retrouvez dans le règlement l'ensemble de ces pièces. Toutes les aides n'ont pas les mêmes pièces justificatives à fournir. Et vous retrouverez donc dans le règlement le détail de la lettre de motivation, par exemple, de la structure. Qu'est-ce qui est attendu dans cette lettre de motivation? On attend que l'opérateur présente le projet global, l'ambition en faveur de la haie de la structure, et en quoi le Fonds pour l'Arbre représente une brique indispensable à la réalisation des objectifs de la structure. Voilà. Donc, si vous avez des questions plus précises vraiment sur ces pièces à fournir après avoir lu le règlement, voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi. On va laisser de toute façon les coordonnées, après. Et bien sûr, donc envoyer le dossier de candidature avant le 17 mai, clôture de l'appel à projet. Et il est demandé, donc il y a déjà pas mal de personnes qui nous ont envoyé des dossiers, qui ont très bien respecté cette demande, ça facilite vraiment la vie. Envoyant un seul mail, l'ensemble des pièces jointes, donc tous les formulaires dont on vient de parler, les pièces justificatives dont on vient de parler, et les envoyer donc, à cette adresse mail-là, programme@fondspourlarbre.fr. Voilà. Donc, en une seule fois. C'est plus simple pour ne pas perdre de pièces. Alors, concernant le calendrier prévisionnel du programme, nous sommes en mai, nous sommes le 5 mai, donc le webinaire a lieu. Le 17 mai, clôture de l'appel à projet. On a parlé en juillet de l'instruction des dossiers et de la transmission des réponses qui se tiendront mi-juillet. Pour les personnes qui sont sélectionnées, les opérateurs qui font partie du programme 2023-2024, les conventions bipartites entre le Fonds pour l'Arbre et l'opérateur sont rédigées en septembre. Un acompte est versé pour certaines de ces aides, donc pour les 3, 4, 5 et 6, à ce moment-là.
Un nouveau webinaire aura lieu en octobre, donc un webinaire d'embarquement pour répondre aux questions des opérateurs qui ont été sélectionnés pour ouvrir cette période de plantation. Le programme vraiment s'échelonne entre le moment où on signe la convention, voilà, septembre, octobre, jusqu'en septembre de l'année d'après. La première saison de plantation a lieu en novembre-décembre. Un premier bilan est à renvoyer en décembre. Une seconde période de plantation se déroule entre janvier et mars. Et en avril, en ce moment d'ailleurs, depuis le 14 avril, donc, pour le programme passé, on reçoit les bilans. On vous demande de nous envoyer les bilans finaux, toutes les aides, et le lancement de l'appel à projet l'année prochaine sera lancé en avril. Il y a une petite erreur. L'ouverture de l'appel à projet sera celui de 2024-2025. Et le versement des soldes, de tous les soldes, se fait voilà, entre avril et septembre, ou plutôt septembre. En fait, ça dépend de la date d'envoi des bilans. C'est des cas particuliers. Un calendrier de remise de bilan par aide est établi. Donc ici, vous avez les contacts sur cette page, l'adresse mail. C'est mon adresse mail pour poser des questions, envoyer toutes les pièces justificatives, les dossiers de candidature. L'adresse du site du Fonds pour l'Arbre, où vous retrouverez l'ensemble des pièces, et notamment le règlement de l'appel à projet, qui est très complet. Donc, vous retrouverez l'ensemble des détails de toutes les aides, tout ce qui peut être financé, toutes les réponses à vos questions sont en général dans ce règlement. Mais n'hésitez pas à utiliser l'adresse mail pour nous faire part de cas particuliers. Et voilà, on a mis donc sur LinkedIn et Twitter des posts à partager si vous voulez faire parler de l'appel à projet autour de vous. Voilà. Est-ce que tu peux revenir peut-être sur le tableau des pièces à fournir pour que ça soit clair, s'il y a une question sur voilà, si jamais donc un candidate à l'aide 1 et 2, est-ce que quand il y a une pièce qui est commune à l'aide 1 et 2, il n'envoie qu'une seule fois? C'est l'exemple de la première. Oui, ça arrivera souvent que des opérateurs sollicitent l'aide 1 et l'aide 2. Donc, en effet, on a bien une seule fiche d'identification de la structure. Voilà, cette fiche d'identification, elle est valable pour toutes les aides. Il y aura 2 formulaires de candidature, un pour l'aide 1, un pour l'aide 2. Le CV du référent technique sera commun aux 2. Il faut envoyer un seul CV. D'ailleurs, on voit avec cette petite croix qu'elle est à cheval sur les 2 cases, aide 1, aide 2, un seul CV de référent technique. La lettre de motivation, elle est valable pour l'aide 1, pour l'aide 2, c'est une lettre de motivation globale qui porte sur le projet global de la structure, le projet et le rapport d'activité de la structure à fournir aussi, si on parle toujours de l'aide 1-2, voilà, il est aussi bien sûr à envoyer qu'une fois. Et une chose importante dont je ne vous ai pas parlé, le plan de financement prévisionnel. Donc c'est un tableau Excel type à télécharger d'ailleurs depuis le site du Fonds pour l'Arbre. Là, il est demandé que ce plan de financement prévisionnel soit rempli, que 2 plans de financement prévisionnel soient remplis. Un pour l'aide 1, un pour l'aide 2. C'est des projets différents, donc il est demandé que 2 plans de financement soient remplis. Voilà, donc si je résume, pour demander l'aide 1 et 2, il faudra une seule fiche d'identification, 2 formulaires de candidature, un seul CV, une seule lettre de motivation, un seul dernier rapport d'activité et 2 plans de financement prévisionnels. Voilà.
Si Paul, tu avais d'autres... je peux te donner la main pour les questions. Oui. Je réponds là. Vas-y. Ok. Oui, alors j'essaie de répondre rapidement à toutes les questions. Voilà, donc des fois c'est un peu au lance-pierre, donc excusez-moi pour ça. Voilà, oui, donc concernant le délai peut-être de l'appel à projet, donc effectivement c'est assez court, mais c'est pour permettre aussi l'analyse des dossiers, la mobilisation de jury, donc il va y avoir 5 en tout, avec beaucoup de personnes à mobiliser, donc c'est vrai que les délais sont courts, mais l'instruction derrière on essaye qu'elle soit rapide, mais elle demande aussi un certain temps d'analyse de vos dossiers de candidature. Donc, pour que vous ayez la réponse fin juillet avant l'été, et ça c'est important, on l'avait noté les années précédentes pour que vous puissiez engager les projets. Voilà, le timing est assez serré. Après, cet appel à projet, il est connu depuis plusieurs années. Voilà, le contenu des aides reste inchangé. Donc, voilà, vous serez en mesure, je pense, et certains, je pense, l'ont anticipé. Par contre, effectivement, pour peut-être la signature des élus, notamment sur la lettre de motivation, donc si vraiment le délai est trop court, on peut peut-être mettre en place un système de renvoi des lettres de motivation signées dans un temps 2 si vraiment ça ne passe pas. Donc ça, je pense qu'on peut, pour les collectivités en particulier, parce que pour la BCAE7, par exemple, le dispositif d'agrément BCAE7, cela a pu être mis en place. Alors, par rapport à Vincent, sur la question des justificatifs, des pièces justificatives, en fait, c'est la complexité, elle est aussi de notre côté sur le montage des dossiers de candidature qui sont évalués par des membres du jury qui ne disposent pas d'éléments à part les dossiers que vous allez envoyer. Donc, s'il n'y a aucune modification de votre côté, il suffit juste de le renvoyer et ça ne demande pas forcément plus de temps pour vous pour reconstituer ces pièces-là. Donc, vous renvoyez les pièces. C'est pas plus long parce que pour nous, il faut si le dossier n'est pas complet, c'est plus compliqué de comprendre qu'il n'est pas complet parce que les pièces sont les mêmes que l'année précédente. Donc, ça ajoute de la complexité. Donc, nous, il vaut mieux que vous nous renvoyiez c'est attendu que vous nous renvoyiez l'ensemble des pièces, même si certaines n'ont pas changé. Et on les réenregistre dans le dossier qui est spécifique à l'analyse faite par les jurys. Donc, disons que ça vous demande juste de renvoyer la pièce en question. Vous pouvez avoir votre dossier candidature à l'appel à projet du Fonds pour l'Arbre. Et nous, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Alors, oui, les dates d'éligibilité, donc c'est une question qui est arrivée à plusieurs reprises. C'est la date de la programmation du programme du Fonds pour l'Arbre. Donc, c'est 1er octobre au 30 septembre, 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Donc, on parle de saison, de programmation, mais voilà, c'est 1 an. C'est une aide qui se répartit sur 1 an, mais à cheval entre 2 années, parce qu'effectivement, c'était une manière aussi de bien prendre en compte l'action liée notamment aux plantations qui sont hivernales ou d'accompagnement qui peuvent être saisonniers. Donc ça, on a répondu. Non, alors, il n'y a aucune aide dédiée aux agriculteurs en individuel. C'est vraiment l'aide, le Fonds pour l'Arbre, les orientations du programme, c'est de pouvoir apporter une aide à l'animation territoriale, comme l'a expliqué Sylvie en introduction. L'enjeu, c'est pouvoir développer une véritable animation, un projet territorial qui va durer dans le temps et d'accompagner les agriculteurs, mais pas que, parce qu'il y a plein d'autres acteurs qui vont jouer sur le développement d'un contexte territorial favorable à la préservation et au développement de l'AE dans un territoire.
Et donc, c'est ça qui est financé aujourd'hui. Il y a plein d'autres aides qui existent suivant les territoires et les régions qui peuvent être mobilisées pour de l'investissement pour les agriculteurs dont ils peuvent bénéficier. Mais par exemple, l'instruction des dossiers de demande de subvention pour de l'investissement à la plantation, par exemple, ça, c'est aujourd'hui, le Fonds pour l'Arbre permet aussi de le financer, cette ingénierie territoriale qui demande beaucoup de temps. Je pense que si vous êtes une structure territoriale, vous le savez. Du coup, l'aide du Fonds pour l'Arbre, elle est vraiment là pour ça. Tout à fait. Alors, l'aide, elle est là pour financer du temps de travail pour permettre les actions. De l'ETP, mais au sens noble du terme. Donc oui, frais de fonctionnement dans le sens action dédiée, du temps dédié à l'action qui permet d'aboutir à la plantation de haies ou à l'amélioration des pratiques de gestion par les agriculteurs, par exemple. Donc ce n'est pas une aide à l'investissement, à l'achat des plants, d'accord? Même si effectivement elle est calculée et on espère que je pense qu'on va changer ça à un moment donné aussi pour que ça soit plus clair, bien sûr, l'aide est calculée à partir d'un certain volume de plans qui sont l'objet support de l'animation territoriale. Donc, effectivement, il y a un lien, une corrélation entre le volume d'arbres qui vont être plantés effectivement dans cette période d'animation que vous allez réaliser, mais l'aide financière est bien fléchée vers du temps d'action réalisé sur le terrain, de l'accompagnement, sur la mobilisation d'agriculteurs, par exemple, sur l'ingénierie financière, sur le suivi. Donc, vous allez voir dans le formulaire de candidature, il y a un certain nombre d'actions qui sont listées, d'actions faites par vos techniciens de structure, par vous-même, pour réaliser cette animation-là. Il y a une communauté de communes qui a une question intéressante, la communauté de communes de Chinon, Vienne et Loire. Il indique que la stratégie de plantation de haies portée par la commune se fait en partenariat avec des externes, avec le Centre permanent d'initiative environnementale. C'est eux qui ont la compétence technique. Donc, ce n'est pas la communauté de communes, mais c'est une structure extérieure qui a la compétence. Est-ce possible de fournir leurs références techniques et CV pour que nous restions chefs de file du projet? Oui, tu as la réponse aussi. Non, mais oui. Non. Là, si. Donc, effectivement, vous allez voir dans le formulaire de candidature, il y a des cases qui expliquent effectivement, que vous pouvez cocher en disant effectivement, on a une partie de notre action qui est externalisée. Sur quoi porte-t-elle? Donc, ça peut être effectivement l'action de plantation chez des agriculteurs, dans une collectivité, terrain de collectivité. Ça peut être le suivi, ça peut être l'ingénierie financière. Ou la totalité. Mais on a besoin de le savoir et puis on a besoin de connaître effectivement qui est votre partenaire. Donc ça, il faut bien le mentionner. Donc là, on va quand même attendre que vous nous fournissiez les CV du technicien ou du référent au sein de votre structure qui va quand même gérer cette coordination globale du projet autour de la haie sur votre communauté de communes. Donc là, il y a quand même des compétences qui sont nécessaires pour ça, même si vous avez noué un partenariat particulier avec ce CPIE. Donc là, effectivement, peut-être que oui, le mieux, c'est de pouvoir transmettre ces références techniques et CV liés à ces prestataires que vous avez, enfin prestataires ou partenaires, pardon, ces partenaires que vous avez retenus ou avec qui vous avez décidé de mener cette action commune. Donc là, oui, tout à fait, c'est possible. Et donc, donnez-nous tous les moyens de bien comprendre l'imbrication et la répartition des rôles entre vous. Je ne sais pas si tu vois. On a une question de Simaquoise. Oui. Pour les accompagnements techniques des projets de plantation qui ont été réalisés début 2023 ou plantés en fin 2023, peuvent-elles être financées même si elles ne sont pas faites entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024?
Alors oui, début 2023. Oui, donc par exemple, instruction technique réalisée, on va dire en mars, maintenant, enfin avant, hein, mars 2023. Alors, quand même, la période d'éligibilité, on l'a bien dit, c'est celle-ci. Donc là, ça ne rentre pas parce que du coup, c'est vraiment le temps dédié sur cette période-là. Donc, il faut que ça soit un temps qui rentre dans cette période. Voilà. Après, je pense que vous allez continuer à faire cette action-là d'accompagnement technique des plantations pour la saison d'après. Donc, c'est ce temps-là qu'il faut que vous comptiez dans cette période-là. Ah oui, alors, un rapport d'activité pour un établissement d'enseignement agricole, plan local enseigné à produire autrement. Oui, par exemple, ça peut faire partie. L'important, en fait, c'est qu'on comprenne à travers le rapport d'activité ce que le jury va regarder. C'est la manière dont la structure a décidé de porter la haie dans son, dans son activité globale. Alors, ça peut être une partie, petite partie, une grande partie, ou la totalité de son rapport d'activité. Mais l'important, c'est qu'on comprenne la part que ça représente et la manière dont c'est présenté. Est-ce que c'est porté politiquement par la structure? Est-ce que ça fait partie de la stratégie globale de la structure? Et le rapport d'activité en témoigne. Donc, si ce n'est pas un rapport d'activité, la pièce à proprement parler pour vous, il faut que vous nous donniez les documents cadres de votre structure qui permettent de le lire et de le comprendre. Donc, je pense que voilà, le plan local enseigné à produire autrement, je pense qu'il peut faire parler de ça si vraiment c'est bien la traduction stratégique des orientations de votre établissement. Alors, une commune qui demande si, avec l'association foncière, ils peuvent déposer un dossier. C'est la première fois qu'ils sollicitent l'aide. Ça dépend s'ils sont primo-planteurs et ça dépend s'ils ont un projet global en faveur de la haie. Alors, nous sommes... Alors, ça peut être la première fois qu'on sollicite l'aide. L'important, c'est qu'il y ait quand même des références antérieures. Donc, qui est déjà une expérience. Donc ça, j'ai répondu à une personne aussi dans le chat sur cette question-là. Effectivement, on va... oui, c'était pour une coopérative agricole. Il ne faut pas que ça soit la première fois que vous réalisez des plantations, l'accompagnement de plantation ou une première action liée à une animation territoriale en faveur de la haie. Donc, il faut que vous ayez déjà une certaine expérience. Alors, ça ne veut pas dire une grande expérience forcément, mais quand même une expérience. Donc, si vous n'avez pas ça, vaut mieux pas candidater, ou alors vous rapprocher d'une structure territoriale qui a déjà cette expérience-là et nouer un partenariat pour monter en compétence sur le sujet. C'est vrai qu'on attend quand même un certain niveau de compétence et d'expérience pour cet appel à projet. Est-ce que l'aide 2 permet de financer la création d'une pépinière VL, donc végétale locale? Oui, alors je crois que j'avais répondu aussi. Oui, tout à fait. Ça peut... oui, tout à fait. C'est assez large, l'aide 2. Hein. C'est à la fois filière... en gros, c'est développer la filière végétale locale sur un territoire. Donc, il y avait une question aussi d'Alan sur les échelles. Hein. Le programme du Fonds pour l'Arbre, il y a vraiment une idée aussi d'aide avec un emboîtement d'échelles. Les échelles régionales avec les aides 6, 5 et 4. Et il y a l'aide 7 également, mais qui sera lancée plus tard sur les correspondants locaux végétales locales, qui permet aussi d'avoir cette coordination à l'échelle régionale. Et les aides donc 2 et 3, que ce soit pour végétal local ou label haie, ce sont vraiment des aides territoriales. Donc, ou locales même, comme implanter et développer une pépinière, tout à fait. Réaliser des actions de recherche de sites de collecte,
réaliser de la collecte, donc du temps pour réaliser de la collecte, mettre en place des contrats de culture, vraiment travailler avec des pépiniéristes locaux qui sont près de chez vous, mais qui n'ont pas forcément intégré la production de plants végétales locales, donc les mobiliser, les accompagner, tout faire pour que vous ayez accès à ces plants dans leur pépinière. L'investissement et l'achat de matériel aussi pour de la collecte, du dépulpage, du temps pour faire remonter des informations aussi auprès du correspondant local végétal local, via Pépicollect, via Fleurs Locales. Donc c'est un ensemble voilà, d'actions qui font que, en fonction des besoins du territoire pour développer la filière, ce n'est pas tous les mêmes besoins, vous puissiez vous investir. Alors, les aides 5 et 6 sont effectivement uniquement réservées aux AFAC régionales constituées ou qui vont se constituer, comme l'a dit Isor, avant le 31 décembre 2023. Donc, d'ailleurs, pour celles qui ne sont pas encore constituées, l'aide sera réservée, mais attribuée uniquement si l'AFAC est créée à cette date-là, avant cette date-là. Mais donc, ça ne peut pas être attribué à... de toute façon, Conseil départemental 53, il y a une AFAC Pays de la Loire. Donc, vous aurez... L'AFAC Pays de la Loire aura... c'est bien la Mayenne, le 53, oui. Il y aura bien une aide qui sera attribuée à l'AFAC Pays de la Loire. Donc, Benoît demande si une coopérative d'éleveurs peut demander l'aide si elle monte un dossier en partenariat avec des pépiniéristes. Non, ces aides sont vraiment pour des professionnels du conseil et de l'accompagnement. Voilà, et de l'animation territoriale. Donc, ce n'est pas que faire, comme l'a dit Sylvie, je pense, c'est pas des kilomètres pour des kilomètres, du planter pour planter. Parce que c'est pas ça qui va garantir la durabilité de la haie qui aura été plantée, la parcelle d'agroforesterie. C'est vraiment assurer une durabilité de l'infrastructure qui sera implantée en ayant une animation territoriale qui soit pérenne dans le temps. Et donc, c'est-à-dire savoir accompagner les agriculteurs par exemple, ou des collectivités ou des planteurs particuliers dans la durée, parce que la haie va grandir, parce qu'ils ont des haies qui sont déjà existantes sur leur parcelle. Donc, c'est arriver aussi à trouver des débouchés économiques, par exemple. Alors, ça, c'est pas obligatoire, mais on incite fortement parce que retrouver une valeur économique à la haie, c'est ce qui va garantir cette durabilité. C'est nouer des partenariats avec des opérateurs techniques aussi pour travailler sur les techniques de paillage ou alors type d'entretien et de gestion. Donc, c'est un ensemble en fait d'écosystèmes qu'il faut, de reconnaissance aussi institutionnelle par les collectivités, les élus, pour qu'il y ait un contexte favorable pour la pérennité. Donc, c'est vrai qu'avoir uniquement une pépinière qui, elle, ne réalise pas dans ses missions en tant que telle une mission d'accompagnement technique de développement d'une animation, ça ne va pas fonctionner. Par contre, la coopérative d'éleveurs peut se tourner vers un opérateur qui sera sélectionné par le programme du Fonds pour l'arbre et bénéficier d'un accompagnement du ou des projets de plantation de la part d'un de ces opérateurs. Tout à fait. Et prendre le temps aussi de construire ce partenariat, parce que là, ça ne va pas se faire en un mois pour répondre à l'appel à projet. Donc, voilà, ne pas être que bénéficiaire d'une action, mais aussi être à l'initiative et nouer un partenariat dans la durée aussi. Alors, oui. Ah il y a la télé, on serait intéressé de savoir dans quelle chaîne c'est passé. Parce qu'effectivement, donc il y a donc vous avez vu, je pense, une avalanche presse suite à la sortie du rapport du CGER. Donc une lettre de mission a été écrite par le ministre Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, pour comprendre pourquoi elle était encore détruite en France, où on en était. Donc il y a un rapport qui a été publié et effectivement, il y a
énormément d'articles de presse qui sont parus sur ce sujet. Et un pacte pour la haie va être lancé. Donc nous sommes effectivement en lien avec cette politique-là qui est en train de se monter. Donc l'action, en tout cas liée à la destruction de haies, là ne fait pas l'objet de l'appel à projet en tant que tel, même si indirectement, dans l'animation territoriale, vous pouvez tout à fait intégrer des actions de sensibilisation pour que les agriculteurs ou des collectivités retrouvent un intérêt à maintenir les haies sur l'exploitation agricole ou à ne pas les gérer à l'épareuse ou au lamier de façon trop intensive et destructrice. Ça, c'est des actions que vous pouvez conduire dans le cadre du programme. Donc, après, voilà, ce n'est pas un axe, comme l'a présenté au tout début Sylvie, ce n'est pas un axe en tant que tel du programme, mais on entre plutôt par l'axe positif. Mais après, il y a plein d'autres structures je pense à FNE par exemple, avec cette sentinelle de la nature, sentinelle de la haie, ou les rivières de Bretagne qui travaillent aussi sur le recensement des arrachages de haies. Donc, il y a d'autres structures qui mettent en alerte. Nous aussi, on sonne l'alerte avec les nouveaux chiffres qui ont été sortis, que nous avons sortis sur les 23 500 km de haies qui disparaissent par an. Mais on met en place des solutions, on propose des solutions et un accompagnement technique. Là, c'est une question assez précise, mais qui intéressera tout le monde. Sandrine Emerio demande, dans le cadre du budget prévisionnel, à quoi correspond la ligne frais de gestion indirecte? Alors, les frais de gestion indirects, ça peut être tout ce qui est administratif, la communication, les locaux. Enfin, en fait, c'est aussi ce qui fait que votre structure, elle est debout. Donc, les frais de mission directs, c'est tout ce qui est frais de déplacement, frais de mission. Liés à l'action que vous allez conduire. Si par exemple c'est sur l'animation autour de la gestion durable avec le label E, c'est aller faire un déplacement pour aller faire un audit chez un agriculteur ou faire une formation, voilà, vous allez avoir des frais de mission directs, et les frais de mission indirects, les frais de fonctionnement liés vraiment à la structure, c'est par exemple l'allocation des locaux. Et ça, faut en faire figurer une partie. Alors, c'est proratisé au budget lié à l'action. Vous le répartissez, mais ça vous permet que ça soit pris en compte également, parce que sinon, il n'y a pas de structure de toute façon si ça, c'est pas financé. Alors, pour participer au développement de la filière ligneuse, c'est l'aide numéro 2 qu'a présenté Isor. Campagne vivante Ouais. 82. Je pose une question par rapport au nombre. On a contractualisé un nombre minimum de plants végétaux locaux à planter. Campagne vivante 82 n'a pas réussi à atteindre malgré les efforts déployés, atteindre un nombre suffisant de plants végétaux locaux. Donc, Vincent demande. Oui, alors c'est vrai que effectivement, cette aide, elle est calculée par rapport au nombre de plants végétaux locaux qui sont effectivement plantés dans le cadre de l'animation qui est conduite avec l'aide 1. Donc, on va dire c'est garanti au résultat. Enfin, le montant de l'aide numéro 2, du coup, est relié à cette action-là, et dépendante de cette action-là. Donc, certains nous avaient fait remonter ce problème-là de construction de l'aide, du calcul financier de l'aide. Donc, je pense qu'on peut le faire remonter aussi à la commission. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est une preuve aussi du résultat de l'action. Mais oui, c'est entendu sur ça. Je sais que c'était mince, j'ai oublié. Bon, un autre opérateur en tout cas qui avait fait remonter ce point-là.
Donc, on peut le faire remonter. Et alors après, sur l'action 3, liée... Alors, donc je comprends. Donc les conventions pluriannuelles qui vous permettraient de justifier d'un plan financier avec cofinancement public pour le déploiement du label. Oui, même si les aides, elles ne font pas forcément apparaître ça. Par contre, il faut que vous vous engagez clairement à mettre en œuvre le label E. Donc, voilà, dans les actions qui seront financées, et si votre dossier est retenu, c'est vraiment parce que il y a une mise en œuvre, que l'animation autour de la gestion durable des haies repose sur la mise en œuvre du label E. Donc après, c'est à vous de voir comment vous allez assurer la cohérence avec les autres dossiers de financement. Mais si le label E est acceptable par rapport aux conventions pluriannuelles que vous avez par ailleurs, oui, tout à fait. Parce que si c'est du pluriannuel et que vous n'aviez pas encore mis cet objectif-là, c'est tout à fait possible. Oui, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Gaëlle, oui, pardon, c'était Gaëlle. Ok. Non, un dossier ne peut pas être déposé juste pour l'aide 2 dans un premier temps. Non, c'est pas possible. Il faut forcément demander l'aide 1. Alors, je sais pas ce qu'on a oublié. Si on remonte, mais si jamais vous pouvez remettre votre question si on n'y a pas répondu. Il y avait une question plus haut assez intéressante par rapport aux associations qui ont simplement des bénévoles et qui souhaitent bénéficier des aides. Oui, oui, très bien. Oui, parce que j'avais commencé à répondre. Donc, effectivement, ce qui va être regardé dans le dossier de candidature, c'est aussi l'ambition que la structure donne à son projet territorial en faveur de la haie, à son animation globale. Effectivement, ça peut reposer tout à fait sur des bénévoles, et ça, c'est très louable. Mais c'est vrai qu'on attend aussi qu'il y ait une montée en progression et en ambition de la structure. Donc, c'est pour ça que je disais que ça peut entraîner des complications, parce que on sait très bien qu'une structure qui fonctionne avec du bénévolat, mais sans salariés, ça présente aussi des limites. Alors, voilà, faut pas le prendre. Enfin, je pense que vous êtes sûrement dévoué pour votre association et que vous conduisez beaucoup de choses très intéressantes. Donc, c'est pour ça que c'est pas non éligible et rédhibitoire, mais c'est vrai que ça va apporter un frein sur les garanties, parce que qui va réaliser l'accompagnement technique, avec quelle responsabilité juridique aussi voilà, des personnes qui vont intervenir auprès d'agriculteurs, auprès de collectivités. Donc, c'est tout ça que ça interroge. Donc, après, vous pouvez justifier le fait expliquer votre trajectoire et ce que vous imaginez comme développement de votre structure. Mais c'est vrai que ça peut être peut-être insuffisant dans l'ambition qui est attendue d'action à conduire sur le territoire. Mais voilà, peut-être que c'est pas rédhibitoire, mais c'est vrai que ça peut être ça va être un point de vigilance par rapport au jury. Alors, oui, alors peut-être par rapport à la candidature guyanaise, peut-être qu'on peut effectuer, c'est vraiment très particulier, donc voilà, désolée, nous n'avons peut-être pas toutes les réponses maintenant, mais peut-être que ce qu'on peut faire, c'est peut-être programmer un temps d'échange, Isor, pour bien comprendre, voilà, ce que vous ne connaissez pas du tout le contexte guyanais.
Donc, on peut peut-être programmer un temps d'échange, bien comprendre, évaluer effectivement si c'est le bon moment pour vous de répondre ou pas, si on est prêt nous aussi de notre côté, si ça correspond, ou s'il y a des adaptations particulières à faire selon le contexte et qui va nous demander du temps. Donc, c'est bien de le jauger maintenant avant de vous lancer dans la candidature. Donc, peut-être qu'on peut... oui, très bien, voilà. Donc, Isa va vous envoyer un message en direct là. Alors, donc Rose, oui, peut-être, alors à voir, voilà, trop petit, alors il faut vraiment bien le mettre entre guillemets parce que on a besoin de plein d'initiatives comme ça en parallèle, mais effectivement, on a un cadre particulier et voilà. Et donc, peut-être vous rapprocher aussi, sinon, de structures locales qui, elles, ont déjà une expérience et plus avec professionnels, on va dire, avec des salariés, etc. Pour aussi voir quelle évolution vous pourrez mettre en œuvre pour votre structure. Pas de souci pour échanger également. Alors. Et donc, une structure avec une expérience de seulement, entre guillemets, 2 ans de plantation, mais disposant de techniciens expérimentés dans d'anciennes structures, peut-elle candidater? Oui, oui, très bien. Oui, volontiers. C'est les compétences en interne, 2 ans de plantation, si le projet global est... Voilà, c'est ça. Et voilà, en faveur de là et ambitieux, voilà, c'est très bien. Alors, peut-être qu'on peut recevoir encore 2 questions et sinon, on va clôturer ce temps d'échange. Alors, attends, il y a quels critères pour calcul de l'aide? Oui, lié à l'ambition. Alors, effectivement, cette année spécifiquement, nous avons mis en place un système de fourchette de montants entre 2 000 et 10 000. Donc, ça ne veut pas dire que vous recevrez 10 000 si vous demandez 10 000. Hein. Ça, il faut être très clair pour tout le monde. Toutes les aides, effectivement, Isor l'a exprimé, on a une enveloppe qui est affichée dédiée à ce programme. Elle va être répartie entre les candidats qui seront retenus et en fonction des aides. Mais sûrement avec des abattements, comme chaque année. Donc, il ne faut pas que vous vous attendiez à avoir un montant fixe qui correspond forcément à celui de l'année dernière. Donc, oui, pas de souci, Gaëlle. Mais on ne l'avait pas forcément exprimé aussi, donc c'est bien que tu reposes cette question. Donc, en tout cas, vous mettez ce dont vous avez besoin dans cette fourchette-là. Et puis, à partir aussi des demandes qui vont remonter, il y aura un arbitrage financier aussi entre les aides. Donc, c'est votre capacité, ce que vous pensez ce qui est nécessaire vraiment pour vous pour développer votre action. Et puis, la brique financière manquante dans le cofinancement pour financer le projet quoi, de l'année. Oui, c'est ça. C'est la notion de brique. Alors oui, il y a une question sur le modèle de plan de financement. Non, il faut respecter le plan de financement qui est à télécharger sur le site. Voilà. C'est un plan de financement, du coup. Il y a pas mal de questions à ce sujet. Peut-être que Paul, si tu as envie de faire un mini point là-dessus, sur ce fameux, on peut clôturer là-dessus. Oui. Je vais peut-être le projeter. Voilà ce qui est attendu dans ce plan de financement par projet. Voilà, c'est par type d'aide sollicitée, parce qu'effectivement, vous allez avoir des cofinancements qui vont être différents en fonction du projet et de l'action que vous déployez. Donc, il est attendu pour chaque type d'aide. Effectivement, il est composé de dépenses et de recettes. Dans les recettes, il y a, je parle à l'envers, il y a les subventions acquises ou en cours d'acquisition. Il y a les fonds privés que vous avez acquis par ailleurs, en plus de l'aide du fonds qui est sollicitée, et puis de l'autofinancement. Donc là, avec plusieurs types d'autofinancement. Là, il y a une question de Sandrine, est-ce que les adhésions font... où est-ce qu'on met les adhésions dans les recettes? Donc, c'est dans l'autofinancement. Voilà, vous pouvez mettre entre parenthèses adhésion. Et dans les charges,
Alors peut-être que tu zoomes parce Ouais. qu'on ne voit pas. Moi, par exemple. Et donc, dans les charges, il y a à la fois voilà, les charges affectées qui sont vraiment affectées au projet. Donc là, vous proratisez par rapport au temps que vous pensez que vous allez estimer passer et aux charges financières autres comme des frais de mission directs, indirects, frais de fonctionnement indirect que vous allez passer, que vous allez dépenser liés à cette action, y compris prestations externes, y compris achat de matériel, s'il y a. Vous n'êtes pas obligé de remplir toutes les actions, toutes les lignes, pardon. Et puis, s'il y a de la contribution en nature également. Donc, oui, il faut remplir ce modèle-là parce que le jury, lui, il va analyser peut-être une centaine. Alors, ça va être réparti. Hein, il y aura pas, le jury, dans sa globalité, va analyser une centaine de candidatures, voire plus. Donc, il faut qu'il y ait une facilité de lecture et de compréhension rapide de la manière dont est composé et homogène pour pouvoir comparer rapidement les candidatures et comprendre comment est monté votre plan de financement. Prévisionnel, hein. Voilà. C'est ce qui est estimé. Voilà. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Bien. Donc, faites des grandes masses. Donc, si vous avez déjà votre plan de financement, voilà, il suffit de reporter les grandes masses du montant. Okay. Mais c'est vrai que c'est pour faciliter la lecture de l'ensemble des candidatures qui sont apportées au Fonds pour l'Arbre. J'ai une dernière question, je n'arrive pas à arrêter. Et après, on clôture vraiment ce webinaire. Concernant l'aide 2, c'est une question spécifique, mais développement de la marque digitale. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser la différence entre communication autour de la marque et sensibilisation autour de la marque? Oui, alors c'est un peu de la sémantique, mais ce qu'on a mis en tout cas derrière le terme communication, c'est des actions de communication large que vous pouvez faire, édition, je ne sais pas, d'un flyer, une affiche sur les réseaux sociaux, tout à fait. Et promotion, là, c'est par contre rencontrer des personnes qui vont, des acteurs du territoire qui vont être capables soit de devenir prescripteurs de végétal local, je ne sais pas, dans le cas d'une collectivité, que sais-je, ou alors de pépiniéristes que vous devez convaincre pour intégrer aussi le végétal local dans leur production. Donc ça, c'est vraiment une action de promotion et sensibilisation. Là, c'est expliquer l'intérêt de végétal local, quelle est sa plus-value par rapport à... Et donc là, ça peut être auprès de publics très variés. Je sais pas si c'était clair. Oui, promotion, sensibilisation. Voilà, sensibilisation, c'est... Merci. Bon. Ok, très clair. Alors après, vous aurez des encarts pour expliquer ce que vous allez faire. Donc, ça permettra de préciser, même si si vous avez un peu plus été sur la sensibilisation liée à la communication, voilà, c'est pas très grave. Au moins, on aura compris ce que vous allez faire. Donc, voilà. Oui, pour chacune des aides, en fin d'année, il y a un bilan au format Word qui est à remplir et qui permet de renseigner les actions qui ont été menées, notamment dans le cadre de cette aide 2, par exemple. Quelles actions ont été menées justement pour faire de la sensibilisation ou de la promotion ou de la formation. On n'est pas obligé de tout faire parce que voilà, l'enveloppe est limitée aussi. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place comme action et quels ont été les résultats. Voilà, j'ai organisé 3 formations, j'ai été à 4 réunions. Donc, oui, c'est du temps de travail. C'est donc, voilà, il y aura des bilans à remplir pour chaque aide, un bilan. Ça sera pour avril 2024. Faut bien, Oui, et puis c'est une estimation aussi de ce que vous allez faire. Donc, vous estimez pouvoir faire ça. Et si ce n'est pas exactement ça que vous avez réalisé, ce n'est pas grave, il faudra l'expliquer. Et puis,
ça s'explique. Enfin, faut que ça s'explique, c'est tout. Donc, alors, juste une dernière question. Nos propres plans à partir de végétaux locaux. Alors là, on parle vraiment de la marque végétale locale, avec un cahier des charges particulier porté par l'OFB. Donc, il faut vraiment que ça soit réalisé dans le cadre de respectant ce cahier des charges et obtenir vraiment la certification, la marque végétale locale. Donc, ce n'est pas des semis, par exemple. Enfin, voilà, il faut que ça respecte complètement ce cahier des charges-là et que vous ayez la marque que vous soyez référencée. Ouais, parfait, merci Isor. Et d'ailleurs, c'est ça qui est financé. Ouais, dans le règlement de l'appel à projet, je vais remettre le lien, donc c'est sur le site. Il y a une annexe, tout à la fin, c'est la page 24, qui explique comment bien s'approvisionner en plan végétal local. Si on va juste on se tourne vers son pépiniériste habituel, on peut finalement manquer, ne pas atteindre son taux de 50% végétal local. C'est conseillé de faire appel à plusieurs pépiniéristes et de prendre contact avec le correspondant végétal local de sa région. Voilà, ou de se tourner vers des plans végétal local pour une région d'origine qui soit voisine. Voilà, pour réussir, déployer des différents efforts pour pouvoir s'assurer d'atteindre son taux minimal de 50% de végétal local. Même si on a conscience que c'est plus compliqué d'une région à l'autre, voilà, il y a plusieurs leviers d'action pour atteindre ce taux. Donc, je poste le règlement dans lequel il y a pas beaucoup d'infos. Oui, ça c'est bien. C'est vraiment le document cadre. Et je pense avec la commission, là, on va également, s'il y a une question sur la liste des essences éligibles, donc on travaillera aussi à mettre cette liste-là en publication, qui est annexée aux conventions, donc qu'elle soit visible en amont. Je te laisse conclure. Non, mais donc, je remercie tout le monde d'avoir été présent, attentif. Vous êtes nombreux, donc on a fait notre maximum pour répondre aux questions. Vous en avez d'autres. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour nous poser vos autres questions. Mais lisez bien le règlement avant. Donc voilà, on attend vos candidatures. Et je remercie donc Sylvie, Paul et Jean-Philippe d'avoir pris le temps de vraiment répondre aux questions, de présenter le contexte. Et voilà, et ensemble, on va mener un programme 2023-2024 très, très excitant avec de très beaux projets. Voilà. Merci beaucoup. Et on mettra en ligne ce webinaire en replay pour pouvoir vous puissiez le diffuser et le re-regarder. Voilà. Bonne journée.